bassin ou pelvis majeur qui appartient à la cavité abdominale et plus bas, le petit bassin ou pelvis mineur dans lequel se placeront les organes de l'espace sous-péritonéal. La connaissance et la compréhension des différentes structures qui forment le pelvis est fondamentale, notamment pour la discipline médicale qu'est l'obstétrique, c'est-à-dire la spécialité relative à la grossesse et à l'accouchement, car en effet, la pelvimétrie permet de prendre des mensurations précises des différentes dimensions de la cavité pelvienne, permettant ainsi de préparer l'accouchement qui, vous le comprendrez, dans certaines conditions, pourra être contre-indiqué par voie naturelle et nécessitera l'extraction du fœtus par voie de laparotomie, c'est-à-dire en ouvrant la cavité, la paroi abdominale et en réalisant donc une intervention chirurgicale. Pour comprendre la morphologie du pelvis, nous allons d'emblée construire trois vues, antérieure, médiale et postérieure du pelvis, qui nous permettra ainsi de définir dans un premier temps les différents constituants osseux de cet ensemble, puis nous en étudierons les articulations, car il existe une certaine mobilité de cet ensemble, notamment utile lors de l'accouchement. Et enfin, nous commencerons la description des muscles qui vont habiller cette cavité et qui vont notamment, en bas, fermer la grande cavité abdominaux-pelvienne. Sur une vue antérieure, tout d'abord, nous placerons un hémi-bassin, hémi-pelvis, que nous articulerons avec que nous construirons avec les deux dernières vertèbres lombaires ou lombales, L4 et L5, L5 venant par son plateau s'articuler avec L4 et avec S1 en dessous. Latéralement va apparaître le sacrum, dont nous voyons ici la vue antérieure, la face antérieure qui, vous le savez, est convexe vers l'arrière et concave vers l'avant, et qui apparaît creusé par, de chaque côté, 4 foramens sacrés ventraux, livrant passage à des rameaux ventraux de nerfs spinaux. Tout à fait distalement, l'extrémité inférieure du sacrum va s'articuler avec le coccyx, dont nous plaçons ici, de façon schématique, les pièces qui sont fusionnées. Latéralement, va venir se placer de chaque côté l'os coxal qui s'articule avec la surface auriculaire du sacrum au niveau de l'articulation sacro-iliaque. L'os coxal va nous présenter vers le haut la crête iliaque dont le sommet se place en regard de la 4e vertèbre lombaire ou lombale, L4, dont je place ici accessoirement les processus transverses. Puis nous verrons le bord antérieur de l'os coxal, marqué par l'épine iliaque antéro-supérieure, une incisure, l'épine iliaque antéro-inférieure. Puis nous aurons le pourtour de l'acétabulum, qui donc répond à la tête fémorale au niveau de l'articulation de la hanche. Vers le dedans apparaîtra la crête du pubis, la ligne arquée qui nous amène ici au corps du pubis, et tout à fait en bas apparaîtra le pourtour du foramen obturé que nous plaçons à ce niveau. Nous ne représenterons pas les deux côtés pour gagner du temps de mise en place et de la place. Nous placerons simplement, nous ébaucherons ici le pubis controlatéral et placerons ici simplement l'ébauche des reliefs de l'os coxal controlatéral. Voici donc le pelvis en vue antérieure. Et donc, vous avez bien compris que cet ensemble ostéo-articulaire va former un anneau
complet, c'est la grande différence entre la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire, ensemble complet, ostéo-articulaire, et qui va venir par l'intermédiaire ici de la ligne arquée, séparer le pelvis majeur ou grand bassin qui est au-dessus et qui va globalement comprendre les deux fosses iliaques, et sous la ligne arquée, le petit bassin ou pelvis mineur dont les parois vont être plus visibles en réalisant une coupe sagittale médiane de cet ensemble et en regardant la face endopelvienne de l'os coxal, ce qui va nous permettre de définir notamment les détroits qui caractérisent le pelvis mineur. Voici les coupes sagittales de la 4e et de la 5e vertèbre lombaire, en arrière desquelles donc, se placent ici les processus épineux de L4 et de L5, venant entre les corps en avant et les processus épineux en arrière, délimiter le canal vertébral. Voici le disque L4, L5, et au-delà du disque L5, S1, va se placer la coupe sagittale médiane du sacrum, dont la face antérieure présente une concavité antérieure, dont la face postérieure apparaît convexe vers l'arrière, et le sacrum, vous le savez, est constitué de la fusion de 5 vertèbres chez l'embryon qui peuvent marquer leur empreinte sous la forme de petits reliefs plus ou moins marqués en fonction des sujets. En arrière du corps du sacrum se place le canal sacré, délimité encore en arrière et sur la ligne médiane par la crête sacrée médiane qui apparaît à ce niveau et laissant s'ouvrir à son extrémité inférieure la partie distale du canal sacré. Plaçons à ce niveau le coccyx. Vers l'avant va pouvoir être placée la symphyse pubienne. Sur la ligne médiane, en coupe sagittale, ce n'est pas de l'os que nous allons avoir, mais le disque interpubien, sur lequel nous dirons quelques mots dans un instant. Et en profondeur du plan de coupe pourront apparaître des éléments osseux, la face antérieure du sacrum avec les 4 foramen sacrés ventraux, puis partant ici du promontoire sacré et de l'aileron sacré, la ligne arquée, il s'agit ici de l'os coxal, sous laquelle se placera la surface quadrilatère, limitée en arrière par la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, puis la branche ischiopubienne. La face endopelvienne apparaît ouverte ici par le foramen obturé. Vers le haut, nous aurons la crête iliaque menant à l'épine iliaque antéro-supérieure, épine iliaque antéro-inférieure, l'éminence iliopubienne et qui rejoint à ce niveau la région de la symphyse pubienne. Nous voyons d'emblée sur cette vue endopelvienne, nous pouvons d'emblée marquer la limite entre le grand bassin ou pelvis majeur au-dessus de la ligne arquée et le petit bassin ou pelvis mineur sous la ligne arquée. L'orientation de la vue antérieure est crâniale et à gauche. L'orientation de cette vue endopelvienne en coupe sagittale est crâniale et ventrale. Enfin, nous allons retourner totalement la pièce et examiner ces structures en vue postérieure, permettant de montrer notamment comment la cavité pelvienne, le petit bassin, va communiquer avec la région glutéale en arrière. Cette vue dorsale postérieure va nous montrer tout d'abord la vue postérieure de l'os coxal. Voici la crête iliaque,
l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique. Vers l'avant, le bord antérieur de l'os coxal va nous présenter ensuite ici le bord postérieur de l'acétabulum qui va venir surplomber la tubérosité ischiatique que nous placerons après avoir articulé avec l'os coxal, le sacrum, dont vous voyez ici la face postérieure, marquée sur la ligne médiane par la crête sacrée médiane, puis la crête sacrée intermédiaire, livrant passage aux 4 foramen sacrés dorsaux, répondant à la crête sacrée latérale. On placera au-dessus du sacrum, juste pour élément de repère, les processus épineux des vertèbres L5 et L4, les processus transverses de ces vertèbres, et nous articulerons le sacrum en bas avec le coccyx, dont vous voyez ici la face postérieure. Enfin, plaçons maintenant la tubérosité ischiatique à ce niveau, la tubérosité ischiatique correspondant donc à la structure osseuse sur laquelle vous êtes présentement assis. Et pour l'instant, sans avoir mis le plan ligamentaire et musculaire, nous pouvons voir en perspective le foramen obturé en vue endopelvienne, mais celui-ci va disparaître progressivement lorsque nous placerons les ligaments qui vont fermer cette cavité. Vue dorsale, orientée crânialement et vers la droite. Le grand bassin ou pelvis majeur va correspondre à la portion située au-dessus de la ligne arquée et au-dessus du niveau du promontoire sacré, le promontoire sacré étant défini par la partie la plus antérieure de S1, promontoire sacré. Il est délimité par les ailes iliaques et va correspondre de chaque côté, globalement, à la fosse iliaque. En arrière, le grand bassin ou pelvis majeur répond essentiellement aux vertèbres L4 et L5. Cette entité, pelvis majeur, appartient à la cavité abdominale. Sous la ligne arquée va se placer le pelvis mineur ou petit bassin qui constitue un espace cylindrique orienté vers le bas et vers l'arrière qui va contenir une partie des viscères abdominaux, qui va contenir les viscères de l'espace sous-péritonéal et aussi et surtout qui va être l'espace traversé par le fœtus lors de ce que l'on appelle la présentation, c'est-à-dire lors de l'accouchement par voie naturelle. Les limites de cet espace, du petit bassin, pelvis mineur, se caractérisent par 3 détroits. Le détroit supérieur, qui marque l'ouverture crâniale du pelvis majeur. Le détroit moyen, qui va délimiter ou caractériser les dimensions de cet espace, le pelvis mineur, et le détroit inférieur, qui marque l'ouverture distale de la grande cavité abdominaux-périnéale. Le détroit supérieur est délimité par, sur la ligne médiane, le niveau du promontoire, puis par le bord antérieur de l'aileron sacré, puis, plus latéralement, c'est la ligne arquée, la crête du pubis, et tout à fait en avant sur la ligne médiane, la symphyse pubienne. Ce détroit supérieur peut être représenté de façon très schématique en vue supérieure, où nous placerons ici le corps du sacrum et l'aileron sacré, et la ligne arquée de chaque côté, venant ainsi délimiter cette cavité. Le détroit supérieur s'inscrit globalement dans la forme d'un cœur de carte
de cartes à jouer, avec des variations. Il peut être plus ou moins arrondi, plat, asymétrique, etc. D'un point de vue mensuration, on déterminera plusieurs diamètres qui peuvent être évalués en pelvimétrie dans le cadre de la programmation de l'accouchement et qui vont déterminer, lorsque l'on compare ces mensurations à la taille du crâne du fœtus, et en particulier le diamètre bipariétal, qui est le plus grand diamètre du crâne de l'enfant, la compatibilité ou pas avec une traversée de la filière pelvi-périnéo-vulvaire. Le détroit supérieur se caractérise par, tout d'abord, un diamètre antéro-postérieur qui est le diamètre conjugué. Le diamètre conjugué, c'est le diamètre promonto-pubien et il est en moyenne de 11 cm. Lorsque vous prenez le milieu du diamètre conjugué et que vous mesurez la distance transversale passant par le milieu du diamètre conjugué, vous évaluez le diamètre transverse médian. Diamètre transverse médian qui est en moyenne de 12 cm. La somme du conjugué et du transverse médian va constituer l'indice de Magnin et cet indice de Magnin va donner un indice du caractère favorable ou non d'un accouchement par voie naturelle. Lorsque le Magnin est supérieur à 23, c'est-à-dire 23 cm, c'est-à-dire 12 plus 11, la situation est favorable à un accouchement par voie naturelle. Lorsque le Magnin est inférieur à 20, là, la situation est défavorable à un accouchement par voie naturelle. Cet indice est utilisé en obstétrique, c'est pour ça que je vous le donne. Le plus grand diamètre transversal, qui est un peu en arrière du transverse médian, forme donc le diamètre transverse maximal et il est entre 13 et 14 cm. On définit enfin un diamètre oblique. Ce diamètre oblique, il va de la sacro-iliaque d'un côté à l'éminence iliopubienne contralatérale et le diamètre oblique est de l'ordre de 12 cm. Voilà pour la définition du détroit supérieur. Le détroit supérieur correspond au plan d'engagement du fœtus lors de l'accouchement par voie naturelle. Sous le détroit supérieur, on se place dans le pelvis mineur qui va être défini par le détroit moyen, et ce détroit moyen est caractérisé par un plan moyen qui passe par les 2/3 supérieurs de la symphyse pubienne, l'épine sciatique ou épine ischiatique et la fusion entre la 4e et la 5e pièce sacrée. En clinique, on évalue la mensuration du détroit moyen par deux diamètres. Un diamètre antéro-postérieur qui est le diamètre sacro-pubien inférieur, qui passe par le bord inférieur de la symphyse pubienne et l'extrémité inférieure du sacrum. Le sacro-pubien inférieur est de l'ordre de 11 cm en moyenne. Ce détroit moyen va par ailleurs être évalué par un diamètre transversal qui est celui qui passe par les extrémités des deux épines ischiatiques. C'est le diamètre biépineux qui est de l'ordre de 10 cm.
On évalue également les dimensions du détroit moyen et du pelvis mineur par la hauteur du sacrum que l'on va évaluer par ce que l'on appelle la corde sacrée. Voici le relief du bord antérieur du sacrum. La corde sacrée relie le promontoire sacré à l'extrémité inférieure du sacrum. C'est prendre la corde. La corde sacrée est de l'ordre de 10 à 12 cm et on évalue le degré de concavité du sacrum par la flèche sacrée. La flèche sacrée, c'est la plus grande distance entre la tangente au bord antérieur du sacrum parallèle à la corde. Cette flèche sacrée, ici, est de l'ordre de 1 à 2 cm. Enfin, à la sortie, le pelvis mineur va s'ouvrir au niveau du détroit inférieur, et ce détroit inférieur, eh bien, il se définit par la symphyse pubienne en avant, puis la branche ischiopubienne, la tubérosité ischiatique et le coccyx. C'est l'ouverture inférieure du pelvis que l'on peut représenter, là aussi, schématiquement, sur une vue inférieure. Donc voici la tubérosité ischiatique, la branche ischiopubienne et la symphyse pubienne en avant. On peut représenter ici la région de la symphyse pubienne qui va ensuite être, c'est une vue en perspective. En arrière, le coccyx, et on placera, pour se rappeler ici, quelques éléments de relief cutané, donc région pubienne en avant, sillon interfessier, région glutéale et l'implantation du membre inférieur, le pli qui sépare la région du périnée du membre inférieur. Vous avez compris que cette ouverture inférieure du pelvis va répondre à la région périnéale. Les choses seraient que coccyx est un petit peu plus projeté. L'ouverture inférieure du pelvis, ce détroit inférieur, va se déterminer, se caractériser par deux diamètres, qui sont le diamètre bitubérositaire ischiatique, bitubérositaire ischiatique, qui est de l'ordre de 12 cm, et d'avant en arrière, le diamètre pubo-coccygien, qui est, lui, plus petit, aux alentours de 9 cm seulement. Vous voyez donc que nous sommes dans une cavité qui se resserre de haut en bas. Les dimensions du détroit inférieur sont inférieures à celles du détroit supérieur. Et ceci, évidemment, va, dans certaines situations, compliquer la descente du fœtus, donc compliquer l'accouchement. Donc, détroit supérieur, qui est le plan qui marque l'engagement de la présentation fœtale, puis le détroit moyen, où en obstétrique, on vous apprendra que le fœtus va effectuer un mouvement de rotation qui passe de la position d'engagement à la position dite de désengagement, et le détroit moyen va être donc le plan de désengagement, et le détroit inférieur va marquer l'ouverture inférieure du pelvis. Lorsque l'on observe le pelvis en vue supérieure, on va voir le diaphragme pelvien qui va fermer en bas l'ouverture inférieure du pelvis. Lorsque l'on regarde le pelvis en vue inférieure, comme ici en position dorso-périnéale, c'est la région du périnée
que l'on va observer. Alors cet ensemble est un ensemble qui est articulé. Les articulations, c'est d'abord les articulations entre L4 et L5, puis entre L5 et S1. Celles-là, vous les avez déjà étudiées avec l'anatomie de la colonne vertébrale, je n'y reviendrai donc pas. Et nous avons également, de façon anecdotique, les articulations sacro-coccygènes et intercoccygènes, quand elles existent, et également sur lesquelles nous ne nous attarderons pas. Nous avons en revanche, dans cet anneau osseux complet, constitué par le sacrum et par les deux ocoxaux, trois articulations qui, elles, vont avoir un rôle important, donc un rôle physiologique, puisqu'elles vont, leur mobilité, dans certaines conditions, va être absolument indispensable à l'accouchement, mais également elles auront certaines conséquences en pathologie. Il s'agit, en arrière et latéralement, des deux articulations sacro-iliaques, et il s'agit en avant de la symphyse pubienne. Les articulations sacro-iliaques sont deux articulations synoviales, toriques. Un tor, c'est un pneu dans sa jante, la forme du pneu dans sa jante. Deux articulations synoviales, toriques, qui vont mettre en présence les surfaces auriculaires du sacrum et du coccyx. La surface auriculaire du sacrum, on peut la rappeler ici très rapidement, s'inscrit dans un peu la forme d'un boomerang, recouverte de cartilage hyalin et apparaissant légèrement convexe, répondant à une surface de la même morphologie et légèrement concave, c'est la surface auriculaire du sacrum. Cette surface auriculaire de l'os coxal répond ici en arrière au bord postérieur de l'os coxal avec les deux épines iliaques, postéro-supérieure, postéro-inférieure, répondant ici à la tubérosité iliaque et surplombant ici la grande incisure ischiatique. Ces deux surfaces articulaires inversement conformées sont maintenues par une capsule articulaire, manchon fibreux, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires en présence. Elle est visible en vue antérieure, en revanche, en arrière, la capsule articulaire va être masquée ici par le relief des épines iliaques postérieures. Les moyens d'union de l'articulation sacro-iliaque sont représentés par des ligaments qui sont des ligaments articulaires, c'est-à-dire des ligaments capsulaires, des épaississements de la capsule articulaire, et des ligaments à distance. Les ligaments capsulaires sont les ligaments sacro-iliaques antérieurs qui renforcent le bord antérieur de la capsule, ligaments sacro-iliaques postérieurs, plus étendus, et qui s'insèrent à la face postérieure du sacrum et qui sont tendus depuis la crête sacrée médiane jusqu'au bord postérieur de la capsule articulaire de l'articulation sacro-iliaque, bien sûr masquée ici par le pourtour postérieur de l'os coxal. Ligament sacro-iliaque postérieur qui vient s'insérer à la face postérieure du sacrum. Et nous avons également tendu entre les concavités des surfaces auriculaires un puissant ligament sacro-iliaque interosseux qui vient s'insérer donc à ce niveau. À distance, les articulations sacro-iliaques vont être maintenues par des ligaments extracapsulaires qui sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord le ligament ilio-lombaire qui est constitué de faisceaux tendus entre les processus transverses des vertèbres L4 et L5 et le versant postérieur de la crête iliaque. Voici le ligament ilio-lombaire. L'articulation sacro-iliaque va ensuite être maintenue à distance par deux puissants ligaments qui vont aussi participer à fermer la cavité pelvienne. Ce sont les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral. Le ligament sacro-épineux
est un ligament tendu entre l'épine sciatique ou épine ischiatique et le bord latéral du sacrum. Ligament sacro-épineux. À sa face profonde, le ligament sacro-épineux est doublé par un muscle qui est le muscle coccygien, qui est très épais chez le fœtus, qui est très aminci chez l'adulte et qui est atrophique dans l'espèce humaine, puisque l'homme n'est pas un animal codé, mais c'est chez tous les animaux codés, c'est-à-dire qui ont une queue, le muscle qui permet les mouvements latéraux de la queue. L'autre volumineux ligament qui maintient à distance l'articulation sacro-iliaque est le ligament sacro-tubéral. Ce ligament, qui est plus postérieur que le sacro-épineux, est tendu entre le bord latéral du sacrum et la tubérosité ischiatique. Nous pouvons le placer à ce niveau. Il a une base d'attache large au niveau du sacrum, puis il se rétrécit avant de venir rejoindre la tubérosité ischiatique sur laquelle il s'insère et se prolonge d'ailleurs vers l'avant au niveau de la branche sacro-pubienne. Nous pouvons placer ici en vue médiale ce ligament sacro-tubéral qui est un moyen de renforcement à distance de l'articulation sacro-iliaque et qui également va contribuer à venir fermer l'excavation pelvienne. Les mouvements de l'articulation sacro-iliaque sont des mouvements en conditions en dehors de la période de l'accouchement, de très faible amplitude. Ce sont des mouvements de type élastique qui vont accompagner les mouvements du membre inférieur lors de la marche. À la fin de la grossesse et avec l'imprégnation hormonale de la fin de la grossesse, les structures ligamentaires de l'articulation sacro-iliaque vont présenter un assouplissement particulier qui va permettre de façon bilatérale un mouvement du sacrum par rapport aux deux os coxaux. Ce sont les mouvements de nutation et de contre-nutation qui vont faciliter la traversée de la filière pelvi-périnéo-vulvaire par le fœtus lors de l'accouchement. On peut représenter de façon très schématique ces mouvements de nutation et de contre-nutation en plaçant une vue latérale de l'os coxal. La voici. On ne va pas le détailler de façon majeure. Donc, tubérosité ischiatique, cavité acétabulaire, région du pubis, foramen obturé. Et donc nous plaçons ici en vue latérale le sacrum et le coccyx. Et on matérialise par cette croix le centre de rotation transversale qui passe par l'articulation sacro-iliaque. Eh bien, le mouvement de nutation va être un mouvement de bascule postérieure du sacrum sur cet axe transversal qui passe par les deux articulations sacro-iliaques. Ce mouvement de nutation va aboutir, donc c'est un mouvement qui a une amplitude limitée bien sûr, mais va aboutir à une bascule postérieure du sacrum et, vous le voyez, va contribuer à agrandir le détroit inférieur, ce qui va faciliter la descente du fœtus lors de l'accouchement. La contre-nutation, c'est le mouvement inverse et c'est le mouvement de retour à la situation normale, contre-nutation, et bien, ce mouvement peut ne pas se faire totalement, entraînant ce que l'on appelle une position vicieuse du sacrum par rapport à l'os coxal, et peut être la cause de douleurs sacro-iliaques
de la période du postpartum. Postpartum signifiant après l'accouchement. Mouvement de nutation et de contre-nutation lié à ce mouvement de bascule du sacrum au niveau de l'articulation sacro-iliaque, et ce mouvement n'est possible que parce que l'imprégnation hormonale de la fin de la grossesse crée une laxité ligamentaire qui permet ce mouvement de bascule du sacrum. L'autre articulation importante de la ceinture pelvienne, c'est la symphyse pubienne, qui est une articulation intéressante également d'un point de vue physiologique et d'un point de vue pathologique. On peut la placer sur une vue antérieure, agrandie, des deux pubis, présentant la partie antérieure du cadre obturateur, et donc en plaçant les deux pubis dont la surface symphysaire va répondre au disque interpubien qui constitue cette articulation. En effet, la symphyse pubienne est une articulation de type amphiarthrose de la même nature que les articulations intercorporéales des vertèbres. C'est-à-dire que les surfaces articulaires sont séparées par un disque articulaire qui présente des caractéristiques morphologiques comparables à celles du disque intervertébral, avec une portion périphérique fibreuse et un centre pulpeux qui d'ailleurs peut se creuser parfois d'une cavité liquidienne, mais qui n'a pas la signification, bien évidemment, d'une fente synoviale. En vue sagittale, la symphyse pubienne et le disque interpubien s'inscrit dans un anneau, dans un ovoïde à grand axe vertical, orienté vers le bas et vers l'arrière, et qui va mesurer à peu près 3 cm de long, 1 cm d'épaisseur, et dont l'axe fait avec la verticale un angle de 30 degrés chez les hommes, de 45 degrés chez les femmes, et chez l'homme, la pointe du coccyx répond au centre de la symphyse pubienne, là où, chez les femmes, la pointe du coccyx est dans le même plan horizontal que le bord supérieur de la symphyse pubienne. Le disque interpubien est recouvert d'un tissu fibreux venant former une capsule qui engaine le disque interpubien, et cette articulation va par ailleurs être renforcée par des ligaments que sont vers le haut le ligament crânial du pubis, ligament supérieur du pubis, sur lequel vient s'insérer la ligne blanche et qui va latéralement répondre à l'insertion du muscle droit de l'abdomen, dont on avait dit qu'il s'insérait sur le tubercule du pubis et la symphyse pubienne. Voici un muscle droit de l'abdomen, le droit, dont vous savez également que le tendon se prolonge latéralement par le ligament pectiné, ligament de Cooper, qui est utilisé dans la réparation des hernies inguinales. Vers le bas, donc on peut replacer ici le ligament crânial du pubis. Vers le bas, le ligament arqué du pubis va être tendu entre les deux branches ischio-pubiennes, ligament arqué, beaucoup plus épais, reliant les deux pubis, droit et gauche. Voici le ligament arqué du pubis, et qui va être relié vers le bas au ligament suspenseur du clitoris ou du pénis. Je ne
différencie pas pour l'instant les éléments. Vers l'arrière se place, et ça c'est important aussi, la vessie, dont je place ici simplement le bord antérieur, le pourtour antérieur, se place ici la vessie, qui est reliée au pubis et aux ligaments arqués par un système de ligaments pubo-vésicaux. Ceci expliquant, dans les disjonctions traumatiques de la symphyse pubienne, en traumatologie de la route en particulier, les risques de plaies vésicales, voire de plaies urétrales, qui peuvent compliquer ces disjonctions traumatiques. La symphyse pubienne va également être reliée avec les fascias qui vont cloisonner la région du périnée. La symphyse pubienne n'a que très peu de capacité de mouvement. Ce sont quelques mouvements de très faible amplitude qui vont accompagner les mouvements du pelvis et du membre inférieur lors de la marche. Lors de l'accouchement, lors des mouvements de nutation et de contre-nutation, la souplesse de la symphyse pubienne va accompagner ces mouvements. Toutefois, la symphyse pubienne constitue en quelque sorte un verrou de la ceinture pelvienne. Et par conséquent, dans les traumatismes, dans les disjonction de cette région, eh bien, la disjonction interpubienne, c'est-à-dire la perte de contact des deux surfaces symphysaires des pubis, va obligatoirement s'accompagner soit de fracture du cadre obturateur, soit de luxation des articulations sacro-iliaques en arrière. Donc articulation sacro-iliaque avec ses possibilités de nutation contre nutation qui permettent l'ouverture du détroit inférieur lors de l'accouchement et symphyse pubienne en avant qui constitue le verrou de cet anneau pelvien. L'ensemble ostéo-articulaire que constitue la symphyse, que constitue le pelvis osseux, va à présent être tapissé par des muscles, va répondre à des éléments musculaires qui vont contribuer à constituer les parois du pelvis et qui vont aussi venir en bas fermer l'ouverture inférieure du pelvis. Nous allons placer ces éléments musculaires à présent sur des vues agrandies de la région que l'on va centrer sur le petit bassin. Vous reconnaissez ici la courbure antérieure du sacrum, le coccyx. Nous placerons vers l'avant la symphyse pubienne. Le bord antérieur, ici, du sacrum, avec les foramen sacrés ventraux. Voici la ligne arquée. Voici la grande incisure ischiatique, l'épine sciatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, et ici le foramen obturé. Nous allons, en parallèle de cette vue médiale, orientée crânialement et ventralement, placer la vue supérieure avec le plateau sacré, dont la partie antérieure forme le promontoire, puis l'aileron sacré, venant latéralement présenter l'articulation sacro-iliaque, et nous placerons
le détroit supérieur avec la ligne arquée, l'articulation donc sacro-iliaque, le tubercule du pubis, la symphyse pubienne en avant, et sur cette vue supérieure, nous verrons en perspective le bord antérieur du sacrum qui vient s'articuler ici avec le coccyx, formant donc cette courbure qui est concave vers l'avant, et latéralement apparaîtra l'épine ischiatique qui, lorsque l'on réalise une vue supérieure du pelvis, apparaît plus médiale, expliquant un diamètre biépineux qui est relativement limité, on est autour de 10 cm, donc épine ischiatique qui, vers le haut, se prolonge ici par la partie toute inférieure de la grande incisure ischiatique qui apparaît à ce niveau. Donc, vue médiale, vue supérieure, et donc nous allons maintenant expliquer comment tout cet espace va être fermé par des structures ligamentaires et musculaires. Les formations ligamentaires, on les a déjà placées avec l'articulation sacro-iliaque. C'est le ligament sacro-épineux, le voici, ligament sacro-épineux que nous pouvons placer ici en vue supérieure, ligament sacro-épineux, et le ligament sacro-tubéral qui est plus postérieur et qui va venir contribuer ici à fermer l'excavation pelvienne. Le sacro-tubéral, on ne le placera pas sur cette vue supérieure. Autre formation ligamentaire qui vient contribuer à fermer la cavité pelvienne, c'est la membrane obturatrice qui vient fermer le foramen obturé, qui s'insère au pourtour du foramen obturé et qui va constituer vers le haut un espace livrant passage au pédicule obturateur. C'est le canal obturateur. Nous avons ensuite des éléments musculaires qui vont intervenir, et ces muscles, certains font partie de ce qu'on appelle les muscles pelvitrochantériens. Ils sont associés aux membres inférieurs, et nous allons simplement les placer pour mémoire. Monsieur Duparc vous les traitera dans le détail. Ces muscles sont d'abord le muscle piriforme, qui est un muscle qui s'insère à la face antérieure du sacrum, en regard du deuxième et du troisième foramen sacré ventraux, et qui va se porter vers le dehors pour venir traverser la grande incisure ischiatique et se terminer sur le fémur. Le muscle piriforme, qui fait partie des pelvitrochantériens, va participer à fermer, à cloisonner la grande incisure ischiatique, délimitant deux espaces, les foramen supra- et infrapiriformes, qui font communiquer la cavité pelvienne avec la région fessière, région glutéale. Plaçons ici le muscle piriforme du côté droit. Un deuxième muscle, toujours classé parmi les pelvitrochantériens et qui est donc annexé aux membres inférieurs, est le muscle obturateur interne. Ce muscle obturateur interne est un muscle qui va venir s'insérer sur le pourtour du foramen obturé. Il vous a été, je crois, cité dans les muscles qui s'insèrent sur l'os coxal, et sur la face endopelvienne de la membrane obturatrice. C'est un muscle qui a une insertion donc large sur le pourtour du foramen obturé, sur la membrane obturatrice, et qui va présenter des fibres qui se portent vers l'arrière et qui vont se prolonger par un tendon qui va, ce tendon, s'engager dans la
petite incisure ischiatique et venir ensuite se terminer sur le fémur. Obturateur interne. L'obturateur interne, vous le voyez, est un élément important qui va constituer la paroi de la cavité pelvienne. Et ce muscle obturateur interne est lui-même recouvert par une cloison fibreuse, un fascia. C'est le fascia de l'obturateur interne. Et c'est recouvert par son fascia que nous allons placer en vue supérieure le pourtour de l'obturateur interne. Voici comment apparaît l'obturateur interne lorsque l'on va observer le pelvis en vue supérieure. Il reste quand même un sacré espace. Et cet espace inférieur va être fermé par un ensemble musculaire recouvert de fascia formant le diaphragme pelvien. Le diaphragme pelvien est constitué de deux muscles. Ce sont d'abord le muscle coccygien, très fin muscle atrophique qui double la face profonde du ligament sacro-épineux. On le cite, ça sera bien suffisant. Le principal muscle qui forme le diaphragme pelvien est le muscle élévateur de l'anus. Ce muscle est un muscle qui est constitué de deux contingents. Un contingent qui va former une nacelle musculaire sur laquelle vont reposer les organes du petit bassin. C'est la portion ilio-coccygienne, donc muscle ilio-coccygien ou portion ilio-coccygienne de l'élévateur de l'anus, qui aura donc un rôle statique, et plus en profondeur, le muscle pubo-coccygien, qui lui va constituer l'élément dynamique du diaphragme pelvien. C'est celui que vous contractez pour vous retenir en cas d'envie pressante d'uriner ou de déféquer. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. L'ilio-coccygien va, puisqu'il a un rôle statique, il est étalé, et il va avoir des insertions larges qui se font au niveau du pubis, à sa face postérieure, ainsi que sur une arcade fibreuse qui renforce le fascia de l'obturateur interne. Cette arcade fibreuse, c'est l'arcade fibreuse de l'élévateur de l'anus, ou, puisque on parle latin quand on fait de l'anatomie, l'arcus tendineus, pour arc tendineux, levator ani, et c'est pour ça que vous le verrez souvent désigné par l'acronyme ATLA, arcus tendineus levator ani. C'est en fait une surface d'insertion fibreuse qui part du pubis en avant et qui va ensuite renforcer, faire un épaississement du fascia de l'obturateur interne jusqu'à l'épine ischiatique. À partir de ces insertions, et de chaque côté, le muscle élévateur de l'anus, puisque vous avez un élévateur droit et un élévateur gauche, évidemment, va être formé de fibres charnues qui se portent vers l'arrière et vers le dedans pour venir se terminer sur une structure fibreuse qui naît de la réunion des deux élévateurs de l'anus droit et gauche, formant le raphé ano-coccygien, puisqu'il va relier le canal anal au coccyx, et tout à fait en arrière, les fibres du muscle ilio-coccygien s'insèrent sur le coccyx. On peut placer sur la vue sagittale le raphé ano-coccygien
est placé à présent l'élévateur de l'anus, enfin l'iliococcygien, qui va venir donc cloisonner ici l'ensemble et venir former cette nacelle musculaire, ce hamac musculaire sur lequel vont reposer les viscères pelviens. Le muscle iliococcygien, les deux muscles iliococcygiens vont, sur la ligne médiane, venir cloisonner en avant du raphet anococcygien un espace sagittal qui est la fente urogénitale qui va être traversée par les trois compartiments du pelvis qui vont s'ouvrir au niveau du périnée. Il s'agit en avant de l'urètre. Je prendrai ici comme définition le modèle féminin. Puis en arrière, le compartiment génital, et c'est en particulier à ce niveau le vagin qui traverse la fente urogénitale, et en arrière, le canal anal. Plus en profondeur, le contingent dynamique de l'élévateur de l'anus est formé par le muscle pubococcygien. C'est un muscle en fuseau qui est situé au-dessus de l'iliococcygien, il est donc plus profond, et il va, comme son nom l'indique, être tendu du pubis en avant au coccyx en arrière. Il forme donc un fuseau supérieur de disposition sagittale et qui relie le pubis en avant au coccyx en arrière. Dans son trajet antéro-postérieur, voici le muscle pubococcygien que l'on peut représenter de façon schématique sur la vue sagittale. Tout au long de son trajet, ce muscle va envoyer des fibres qui vont renforcer les structures qui traversent la fente urogénitale. Ainsi, le pubococcygien va envoyer des fibres qui vont renforcer le sphincter strié de l'urètre, et c'est ce contingent qui, lorsqu'il se contracte, va permettre de renforcer l'action du sphincter lisse et donc de vous retenir de façon volontaire dans une envie pressante d'uriner. Il va renforcer la paroi vaginale, venant constituer un contingent pubo-vaginal, et il va aussi renforcer en arrière le sphincter strié de l'anus, venant présenter par ailleurs des fibres qui vont s'entrecroiser en arrière du canal anal, venant constituer une réelle sangle musculaire qui passe en arrière du canal anal. Voici, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, le rectum et le canal anal qui se placent ici dans le compartiment postérieur du pelvis. Eh bien, les deux muscles pubococcygien forment dans leur ensemble une sangle qui s'insère en avant sur le pubis et qui va venir cravater en arrière le cap anal, qui est le changement de courbure entre l'ampoule rectale et le canal anal. Et lorsque vous contractez vos deux pubococcygien, ça va augmenter le degré de plicature du cap anal, ce qui va, bien sûr, vous avez compris, permettre d'augmenter la continence. C'est comme ça que vous vous retenez quand vous avez envie de déféquer, de façon volontaire.
L'innervation de ce muscle dépend du nerf du muscle élévateur de l'anus qui est issu des rameaux ventraux des nerfs spinaux S3 et S4. Ça sera le cours de la prochaine fois sur l'innervation pelvienne, le plexus pudendal. Et donc, l'action de l'élévateur de l'anus, c'est pour son contingent iliococcygien un rôle statique de maintien des viscères pelviens et de fermeture de l'excavation pelvienne en bas. Et pour son contingent pubococcygien, eh bien, ça sera un rôle dynamique qui va donc venir renforcer l'appareil sphinctérien et donc permettre d'augmenter la continence. Alors, on va très schématiquement et très rapidement réaliser une coupe sagittale un peu théorique, mais qui va permettre de bien comprendre tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et qui va surtout introduire la notion des espaces qui sont situés à ce niveau. Voici la coupe qui passe par, au niveau osseux, le foramen obturé. Vous avez donc l'aile iliaque, le foramen obturé, la branche ischio-pubienne, et cette coupe, on la fera passer un peu par ici, c'est-à-dire on la fera passer par la vessie et par l'urètre. Et pour avoir la vessie et l'urètre dans le même plan, cette coupe, on la fera un peu oblique vers le bas et vers l'avant. Alors, le foramen obturé, vous le savez, est fermé par la membrane obturatrice et à sa face profonde vient s'insérer le muscle obturateur interne que nous plaçons ici. Voici le muscle obturateur interne et ce muscle obturateur interne est lui-même couvert d'un fascia qui est le fascia de l'obturateur interne présentant un épaississement. C'est l'arcus tendineus levator ani, l'atla, l'arcade tendineuse de l'élévateur de l'anus, sur laquelle va venir s'insérer l'élévateur de l'anus, dont nous pouvons placer à ce niveau le contingent iliococcygien statique et le contingent pubococcygien dynamique. On placera la vessie dans son compartiment antérieur urinaire et cette vessie va se prolonger par l'urètre qui se porte en bas et en avant mais que l'on place verticalement puisque la coupe est oblique. Et on va prendre là aussi le modèle féminin montrant à ce niveau, au niveau de la région vulvaire, le méa urétral, puis le relief de la petite lèvre et ensuite le relief de la grande lèvre, relief cutané, qui va nous amener ici à la région du périnée. Le cloisonnement de cet espace se fait de la manière suivante. Nous avons au-dessus, à ce niveau, le péritoine pariétal qui recouvre la région. Nous avons donc la cavité péritonéale qui est au-dessus et sous le péritoine, là où se trouve la vessie, eh bien, nous sommes dans l'espace sous-péritonéal où nous trouverons les vaisseaux et nerfs du pelvis latéralement et les compartiments urinaires, génital et digestifs sur la ligne médiane. L'élévateur de l'anus va matérialiser le diaphragme pelvien. Il est recouvert à sa face supérieure par un fascia supérieur du diaphragme pelvien et il est recouvert à sa face inférieure par le diaphragme inférieur du fascia, par le fascia inférieur du diaphragme pelvien. Les chirurgiens gynécologues qui réalisent la chirurgie de l'incontinence, notamment urinaire, ou la chirurgie des prolapsus, utilisent un épaississement qui caractérise le fascia supérieur du diaphragme pelvien. C'est l'arc tendineux du fascia pelvien, ou arcus tendineus fasciae pelvis, qui est un épaississement qui permet de réaliser des suspensions et de traiter les prolapsus. Donc,
entre le péritoine et le diaphragme pelvien, nous sommes dans l'espace sous-péritonéal. Sous le diaphragme pelvien va apparaître la région périnéale que nous plaçons pour l'instant de manière simplement pour citer les éléments, pour fixer les éléments. La région périnéale qui va apparaître cloisonnée par un système de fascia. Ce sont tendus entre les branches ischio-pubiennes le fascia supérieur du diaphragme urogénital et en dessous le fascia inférieur du diaphragme urogénital, permettant de cloisonner cette région du périnée qui est située sous le diaphragme pelvien en un espace profond où l'on trouvera l'appareil sphinctérien volontaire, c'est le diaphragme urogénital, un espace superficiel du périnée entre le fascia superficiel du diaphragme urogénital et la peau, doublé par le fascia périnéal superficiel, où l'on trouvera l'appareil érecteur et du tissu de remplissage. Nous avons, et j'en terminerai par là, entre le diaphragme urogénital et le fascia pelvien, un espace qui est la fosse ischio-rectale, qui est un espace rempli de graisse et qui fait communiquer la région péri-anale avec la région pubienne en avant. Cet espace contient un canal ostéofibreux, canal pudendal, dans lequel nous placerons le nerf pudendal qui sera étudié la prochaine fois. Voilà donc comment s'organisent les parois du petit bassin, et donc nous en étudierons les contenus vasculaires et nerveux